Oui, moi, c'est Malekiva. J'ai étudié cette Jonquière de 2016 à 2019 en génie électrique, en option de télécommunications. J'ai travaillé ensuite à ArcelorMittal, Fermont-Port-Cartier, pour le chemin de fer pendant mes stages de 2018-2019. Ensuite, pendant 6 mois. Puis après ça, en novembre 2019, j'étais engagé par Hydro-Québec à la baie James. Et donc, ça va bientôt faire 1 an et demi que je travaille pour Hydro-Québec en télécommunication maintenance. Donc, c'est pas mal de l'installation, de la maintenance, résolution de panne, programmation un petit peu, beaucoup dans les réseaux analogiques IP, radio mobile aussi. Pas mal ça. Parfait. Donc, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi précisément ou en fait, nous donner des exemples en quoi consiste ton travail? Bah, en télécommunication, c'est vraiment un domaine qui est très très large. On dit vraiment ce que je fais euh, à mon travail, ça pourrait prendre des journées parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont toujours différentes, je dirais, chaque jour. Mais vraiment, pour résumer ça, on fait beaucoup de résolution de panne. Donc, on est beaucoup amené justement à travailler sur des équipements défectueux, donc comprendre comment réparer, comment mettons, remettre le réseau en marche, faire en sorte que la coupure soit plus courte. On veut aussi beaucoup d'installations, donc ça peut être vraiment au niveau de la programmation d'équipements, donc particulièrement des switches Cisco, donc on parle vraiment de Cisco Catalyst à 24 ports, 48 ports, en Cisco iOS, on parle aussi même de modems comme mettons des zones ETH 34-44, c'est donc l'installation vraiment aussi des réseaux, il faut aussi la maintenance préventive pour justement essayer de réduire le nombre de pannes, on va penser de maintenance là, puis sa maintenance peut être sur tout type d'équipement, que ce soit, mettons, des équipements optiques, IP, même des batteries sur des sites. Donc, on est vraiment amené aussi à se balader beaucoup en télécommunication, hein, sur plusieurs sites qui peuvent être à la fois être éloignés, donc héliportés, donc seulement accessibles par hélicoptère, ou plus, mettons, en retrait, comme des tours radio dans le Grand Nord, ou même, mettons, plus dans le bois, des fois aussi. Si, pour aider les personnes à bien comprendre, quand tu parles de télécommunications, est-ce que tu peux nous donner un petit peu là, les exemples en quoi consistent les télécommunications? Parce que dans le fond, elles sont beaucoup plus présentes qu'on peut le penser. Quand on parle de télécommunication, on parle principalement de transporter l'information à un point A à un point B. Cela peut être par n'importe quel type de support, donc que ce soit par, mettons, la onde radio, donc les cellulaires, la radiocommunication RDN, que ce soit même la radio FM, AM, ce genre de bande de fréquence. On parle aussi par câble, donc ça peut être cité comme un réseau Internet, qui peut être par coaxial, par câble téléphonique, ça peut être par fibre optique. C'est vraiment télécommunication, la base, c'est on prend une information du point A, on l'amène au point B sans perte, sans détérioration, sans vraiment corruption d'information. C'est vraiment ça la télécommunication. OK. Donc, ça concerne autant notre texto qu'on envoie à quelqu'un que l'émission de télé qu'on regarde ou encore les services, les systèmes de téléphonie IP. Donc, IP, c'est tu peux peut-être l'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un service de téléphonie IP? Oui, IP, ben, justement, avant, le téléphone était ce qu'on appelle analogique, donc il passe par des lignes de cuivre, par un signal vraiment électrique alternatif, c'est vraiment du signal modulé. IP maintenant, c'est parce qu'on passe par le réseau IP, donc Internet, c'est-à-dire que les paquets de voix, d'audio qu'on envoie, qu'on reçoit par téléphone sont maintenant par paquet, donc vraiment, qui sont devenus numériques, puis qu'on les envoie justement par IP via le système d'adresse IP. Mais vraiment, de télécommunication, ça concerne aussi pas mal ce qu'on appelle mettons, les systèmes de protection de lignes de courant. Donc, admettons, un choc électrique intervient sur la ligne d'Hydro-Québec. Eh bien, grâce à notre réseau de télécommunication, on peut savoir où se trouve, admettons, cette panne, cette défaillance sur le réseau électrique, à quel instant c'est arrivé. Grâce à ça, on peut justement localiser exactement la coupure sur le réseau électrique. Il y a aussi tous les systèmes de sécurité qui protègent les travailleurs, qui protègent les particuliers, comme mettons les systèmes anti-surtension, les systèmes, mettons, les parafoudres, qui sont eux aussi reliés sur le réseau IP. Donc, on peut savoir, mettons, tel parafoudre à telle place, à tel moment, à telle heure précise, c'est déclenché. C'est vraiment ça aussi la télécommunication, c'est tous ces systèmes-là. C'est vraiment tout, en fait, les différents instruments du réseau électrique qui communiquent entre eux autres. C'est vraiment ça ce qu'on fait justement. On permet ça justement, chaque élément de communiquer avec l'autre. Et c'est très, très, très vaste, ou en tout cas, tu as plusieurs possibilités quand tu termines tes études là, pour travailler dans le domaine, d'après ce qu'on voit. Juste pour mentionner aussi aux personnes qui participent, à la fin, c'est-à-dire vers 19h20 ou 19h25,
on va aussi vous permettre de poser vos questions soit dans l'onglet conversation ici dans la séance ou encore en la posant de vive voix à Malik. Donc, on pourra poser les questions à la fin. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire dans ton travail, quelle serait la partie pour toi, la plus valorisante ou la plus intéressante ou palpitante? Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Dans mon travail, étant donné que la télécommunication, c'est vraiment la base presque de tout, on est très important techniquement, je veux dire, même si ça paraît pas, mais sans nous, ben, tu sais, rien ne marcherait parce que personne ne pourrait communiquer d'un point à l'autre. Et la communication, c'est une des affaires les plus importantes dans une entreprise, surtout aussi grande qu'Hydro-Québec. On a 20 000 employés répartis sur tout le Québec au complet. On a besoin de communiquer, on a besoin de savoir ce qui se passe à tel endroit avec beaucoup de précision. Puis aussi, l'intéressant, je trouve, le plus valorisant, c'est que les télécommunications, c'est un monde qui bouge extrêmement vite. L'année prochaine, ce ne sera pas les mêmes équipements. Dans 10 ans, ce ne sera pas les mêmes choses. Donc, chaque jour, c'est un renouveau de ses compétences, un apprentissage. Et honnêtement, on n'est jamais vraiment dans la grande routine. La routine en télécommunication, ça n'existe pas. C'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, si vous aimez vraiment travailler sur des choses nouvelles, anciennes, parce qu'on est toujours dans ce clash de technologies. On peut travailler sur des technologies qui ont 50 ans, 70 ans, des technologies qui viennent de sortir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui amène à réfléchir, qui amène justement à se développer chaque jour. C'est vraiment ça que je trouve qui est valorisant en télécommunication. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu si dans ton travail, et sûrement que c'est le cas, est-ce qu'il y a des gros défis auxquels tu dois faire face? Un des plus gros défis, justement, c'est ça, c'est vraiment ce clash des technologies. Donc, c'est vraiment être capable de comprendre un appareil de 50 ans et en même temps aussi être capable d'intervenir sur ces appareils modernes qui viennent de sortir, dont des fois, on n'a pas toute l'information, pas toute la formation. Donc, c'est vraiment aussi beaucoup de travail personnel de recherche, de compréhension, vraiment d'auto-apprentissage. C'est vraiment ça les plus gros défis, surtout en télécommunication. D'accord. Est-ce que ça génère, j'imagine, une certaine dose de stress? Et si oui, est-ce que tu as des stratégies pour y faire face? Bah, par rapport à cela, honnêtement, l'une des stratégies, comme mettons, pour un équipement qu'on ne connaît pas vraiment l'utilisation, c'est ben, Hydro-Québec, on a un réseau d'experts, donc on peut mettons, envoyer un message à plein d'experts pour comprendre mettons, comment ça marche, c'est quoi les choses que je pourrais faire par rapport à ça. Puis aussi, c'est vraiment prendre son temps. Une erreur sur le réseau Hydro-Québec, ça peut être très grave. Mettons, si je coupe un réseau de télécommunication d'une sécurité, ça pourrait causer, mettons, la panne d'un équipement de sécurité plus loin sur le réseau, ce qui pourrait causer, mettons, dans le pire des cas, la mort d'un travailleur ou juste une panne du réseau. Donc, c'est vraiment prendre son temps qui est très important quand on travaille dans ce genre d'équipement-là. D'accord. Et j'imagine que à la suite, en fait, quand tu es entré en poste chez Hydro-Québec, chaque entreprise, chaque organisation ayant son propre défi, j'imagine que tu as aussi été formé en entrant dans ton emploi. Oui, bien sûr, la formation Hydro-Québec est très importante. On en a beaucoup. Chaque année, on peut avoir des formations différentes. Fait que, oui, la formation fait partie justement d'une de cette stratégie justement pour, de un, faire en sorte que les employés soient capables d'intervenir sur ces équipements-là, puis justement permettre de réduire ce stress-là, puis d'augmenter le niveau de compétence. Donc oui, la formation est beaucoup présente chez Hydro-Québec. Oui, super. Est-ce qu'il y a des moments où toi, tu te dis, je suis vraiment chanceux de faire ce travail-là, ce métier-là? Est-ce que tu as des exemples, si c'est le cas? Honnêtement, oui, parce que vu que chaque jour est différent, moi, j'aime pas la routine. Je déteste ça, faire toujours la même chose. Euh, si on prend par exemple une shop en usine où les tâches seraient beaucoup plus répétitives, au Hydro-Québec, ça change chaque jour. Je suis vraiment content chaque fois de me dire que je fais pas la même chose chaque semaine. Oui, ah oui, ça met un peu d'inconnu aussi, mais de l'inconnu qui peut être agréable là, parce que tu apprends en même temps de nouvelles choses, j'imagine, à chaque fois, à chaque jour. Mhm. Est-ce que tu aurais, dans ce que tu as réalisé dans ton travail, il y a quelque chose, une réalisation que tu as faite qui pourrait, en fait, que tu pourrais nous montrer ou nous démontrer pour voir à quel point ça peut te rendre fier là, de travailler, de faire les tâches que tu fais chez Hydro-Québec? Vu que ça fait juste 1 an et demi que je suis rentré, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de gros projets dessus. Puis récemment, Hydro-Québec, les projets qu'on a, c'est plus la modernisation d'équipements. Mais une des tâches que je peux dire, c'est, mettons, je dirais que chaque jour, travailler là-bas, c'est rendre le réseau de communication plus fiable, plus robuste.
pour moi, c'est pas mal, je dirais, ma fierté justement, là, c'est de faire en sorte que notre réseau de communication permet de fournir une électricité aux Québécois chaque jour au plus bas prix possible. Donc, tu as l'impression de contribuer à ce que la société fonctionne bien en quelque sorte pour la majorité des gens en ayant justement ton travail au niveau de la télécommunication. Exactement. Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu aurais rencontré une ou des personnes qui auraient pu avoir une influence positive et qui auraient contribué à ce que tu es devenu maintenant, donc à ce que tu poursuives dans ton parcours et est-ce que donc il y a eu une influence positive d'une personne ou de plusieurs personnes? Ah oui, mais surtout mes professeurs. Je dirais merci beaucoup à Karl Huth, à Gino, à voyons, André Moff et à nos anciens professeurs, surtout Maxime Gilbert, qui maintenant travaille chez Hydro-Québec aussi, justement de nous avoir montré vraiment l'étendue des communications. Puis aussi beaucoup merci à Denis Savard pour ses cours sur Cisco iOS. C'est vraiment déjà mes professeurs qui souvent m'ont guidé vers ce milieu-là, puis qui m'ont fait rester là-dedans, justement. Qu'est-ce qui t'a incité en premier lieu à envisager de faire un programme d'études en électronique qui t'a maintenant conduit à faire le travail que tu fais? Est-ce qu'il y a un déclencheur qui a fait en sorte que tu as envisagé ce programme d'études? Oui, mon parcours, j'ai toujours été porté vers les sciences, puis surtout les sciences informatiques et l'électronique en général. Je faisais beaucoup de programmation quand j'étais ce qu'on appelle le lycée, l'équivalent du secondaire en France. Et de par ça, ça m'a emmené justement à me poser des questions sur qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Et je me suis rendu compte que la télécom, c'est un milieu très important dans l'industrie en général. Et je savais que là-dedans, justement, c'est quelque chose qui bouge et dont il n'y aura jamais de pénurie de job là-dedans, justement. Là. Et c'est à peu près ça qui m'a aussi porté à ça, à faire la télécom. Puis surtout génie électronique, en gros. D'accord. Et donc, ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'emplois disponibles dans le domaine. Ouais, il y en a, puis chaque emploi, je dirais, est différent. Que ce soit, mettons, chez Bell Vidéotron, c'est beaucoup plus d'installation, même si après, on peut t'amener à travailler dans les grands centres d'opération, les grands centres de contrôle, où vraiment tout le réseau d'une région se regroupe, puis va être distribué vers notre CO à l'autre, ou que ce soit, mettons, j'avais des emplois chez la compagnie minière, où on est beaucoup plus sur du réseau dans les mines, le chemin de fer. Il y a même eu, j'ai même vu passer des offres d'emploi pour voyons, NAF Canada. Il y a aussi pas mal, j'ai vu aussi passer une offre d'emploi pour l'industrie spatiale canadienne. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, mais elles sont partout au Québec, même au Canada. Donc ça peut aussi nous amener à se déplacer et à travailler en télécommunication. D'accord, oui. Euh, pour quelqu'un qui envisagerait de faire ce parcours, de faire le programme d'études pour éventuellement travailler dans ce domaine-là, quel genre de compétences ou de qualités tu juges qui seraient nécessaires ou qui seraient les bienvenus pour une personne qui envisagerait ce parcours? Avant toute chose, une qualité, c'est beaucoup l'esprit d'analyse parce que la plupart du travail va être à installer ou résoudre des pannes. Donc il faut être capable d'analyser et de comprendre comment ça marche justement pour, admettons, résoudre une panne ou installer. Donc, il y a beaucoup cet esprit d'analyse-là qui est important. Le souci du détail aussi. Ensuite, bien entendu, travailler en équipe, travailler en autonomie, c'est deux qualités qu'il faut avoir parce qu'en télécommunication, soit on est seul, soit on est en équipe. Donc, c'est très important d'avoir ces deux attributs-là. Puis ensuite, il faut aussi, je dirais, un bon sens à débrouillardise parce que, mettons, quand on est amené à travailler tout seul, qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'aide ou très peu d'aide, dans ce cas-là, c'est important d'avoir justement de développer ce système D. D'accord, oui, donc avoir un esprit créatif aussi en quelque sorte. Créatif, oui, justement. C'est sûr que créatif, c'est important quand on est dans l'installation des résolutions de panne, parce que on est Trouver amené des à solutions. trouver des solutions, puis ça n'a pas l'esprit créatif, justement, c'est très important aussi. Super, merci beaucoup. Là, je vois on a une question aussi dans la conversation ici. Samuel qui nous demande, ben, tu y as répondu en partie, mais tu pourras peut-être élaborer davantage. Il demande, est-ce que c'est une job répétitive ou si ça change à chaque fois? Ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est situé. Je dirais qu'admettons, si on fait, ça dépend de l'entreprise. Admettons, chez Bell, chez Vidéotron, ce sont des jobs qui sont assez répétitifs parce que la tâche consiste à installer, mettons, Internet, le téléphone ou la télévision chez un client. Mais étant donné que chaque situation est différente, il y a toujours une twist, il y a toujours quelque chose qui change. Donc,
Dans un sens, les tâches sont répétitives sur certaines choses, mais le contexte et le milieu ne l'est pas. Ça permet de contrebalancer un peu sur, je dirais, sur certaines choses, en gros. D'accord. Et il y a aussi, comme la technologie évolue, non, forcément, on doit apprendre de nouvelles choses aussi un peu régulièrement. Exactement. Je parle avec le temps, mes collègues sont beaucoup plus vieux, que ça fait, mettons, 30 ans, 20 ans de carrière. Ce qu'ils faisaient au début, c'est plus la même chose qu'ils font aujourd'hui. Donc, ça change, ça évolue. Puis, il y a, mettons, chez Hydro-Québec, par exemple, tous les 7 ans à 5 ans, il y a un renouveau des équipements de télécommunications. Donc, il y a un renouveau des compétences, il y a un renouveau des installations. Donc, ça demande aussi donc, de réapprendre encore et encore à chaque fois. D'accord. Et présentement, toi, ton lieu de travail, normalement, c'est à quel endroit? Je travaille à la baie James, à la centrale LG4, mais mon secteur part de la centrale DLG3 à la centrale de Brisé, ce qui fait à peu près 600 km de territoire que je couvre avec mon équipe. D'accord. Est-ce que donc, ça veut dire que tu travailles sur des quarts de plusieurs jours au travail et plusieurs jours en congé? C'est ça. Ça, c'est à partir de la baie James. Je travaille 8 jours d'affilée, du jeudi au jeudi, 10 heures par jour, mais je suis en congé après 8 jours d'affilée, du jeudi au jeudi. Mais ça change. Au Québec, il y a plusieurs types d'horaires. Il peut y avoir des horaires comme du lundi au jeudi, du mardi au vendredi. Ça change beaucoup. Hein. Ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est placé et sur quel poste qu'on a. D'accord. Est-ce que à la fin de tes études, ton stage, à quel endroit tu l'avais fait? Je l'ai faite chez ArcelorMittal, donc c'est une industrie minière qui est basée entre Fermont et Port-Cartier. Puis je l'ai faite sur leur chemin de fer, qui est littéralement un réseau de communication de 420 km. Je l'ai faite là, ça, je travaillais de Port-Cartier jusqu'à Fermont sur le chemin de fer. Donc ça comprend toutes les bases télécoms, 40, tout ça. Puis ça comprend aussi la mine de Fire Lake, qui est à 100 km au sud de Fermont. D'accord. C'est un secteur que je connais parce que je suis née à Gagnon, la ville minière qui n'existe Oh, plus. tu vois? Oui. Donc, quand tu nommes ces noms, ça me remémore des souvenirs. Mais en quoi la télécommunication, quel est le lien avec le chemin de fer? Tu peux-tu nous expliquer un petit peu? Parce que le chemin de fer, en tant que tel, c'est un réseau de communication. Quand le train roule dessus, ça, 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 ça fait un court-circuit sur le rail, et le rail, en tant que tel, est un médium de communication parce qu'il y a du courant qui passe dessus. Donc, il y a vraiment des signaux codés que le dispatcher voit à distance. Et tout ça, en gros, tous ces équipements de chemin de fer qui sont pour la sécurité des travailleurs, la sécurité du chemin de fer, la sécurité routière, parce qu'il y a aussi des passages à niveau qui passent avec la route. Tout ça, ça joue comme un gros réseau de communication. Donc, on est amené justement à résoudre des pannes, le rendre plus robuste, faire de la maintenance dessus. Donc, vraiment, le lien entre télécommunications et le chemin de fer, c'est très, très lié les deux, en gros. D'accord. Maintenant, est-ce que dans les personnes qui sont présentes avec nous, est-ce que vous auriez d'autres questions pour Malik? Soit vous les posez dans l'onglet conversation ou encore les poser de vive voix si vous souhaitez. Il y a quelqu'un qui est en train de nous écrire, donc c'est Samuel. Est-ce que tu l'as peut-être mentionné, Malik, mais est-ce que ça fait longtemps que tu as terminé ton programme? Terminé en juin 2019. Ok, d'accord, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est ça. Mhm. Puis aussi, au bénéfice des personnes qui sont avec nous, je peux vous mentionner que tout à l'heure, à 19h30, on aura une autre personne invitée, donc Danick Gauthier, qui va nous parler de son parcours à la suite de son diplôme qu'il a obtenu en électronique industrielle. Donc, c'est un autre des volets, si on veut, de la famille du génie électrique. Alors, ça peut certainement vous intéresser si vous avez eu un intérêt pour l'électronique. Je vous invite à rester aussi pour la présentation suivante. Donc, Samuel nous demande qu'est-ce qui est le plus dur dans ce domaine et combien de temps ça prend pour apprendre le métier? Le plus dur dans ce domaine, ce serait déjà, euh, je dirais, apprendre chaque équipement, parce qu'il y en a énormément. Je pourrais pas tous les nommer parce que je ne connais même pas tous non plus.
Et le temps que ça prend pour apprendre ce métier, en général, on parle que ça prend entre 4 à 6 ans d'être un bon technicien. Quand j'étais chez ArcelorMittal, ça a à peu près 1 an et demi. Ben, je n'étais pas encore capable de travailler tout seul parce que je n'avais pas non plus toutes les connaissances possibles. Pareil, chez Hydro-Québec, ça prend 4 à 5 ans avant de devenir un bon technicien. Donc, c'est vraiment, je dirais pas mal ça, le temps pour être vraiment 100% autonome, puis vraiment savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va sans doute. Autrement dit, quand tu es, en fait, de faire le programme d'études en tant que tel, ça te donne un coffre à outils qui, par la suite, Exactement. va te servir pour apprendre le métier sur le terrain. C'est ça, exactement. Mettons, je prendrais par exemple, maintenant on donne le cours Cisco CCNA 1 et 2 qui apprend la programmation des équipements Cisco, qui sont des switches ou des routeurs. Ce cours-là vous permet justement de faire du troubleshooting sur place, mais apprendre toutes les variations que le réseau IP avec Cisco marche, en même temps comme une nouvelle base IP MPLS, Minilink et tout. Ça prend encore, je dirais, plusieurs années avant justement de tout saisir en profondeur ça, en gros, sur le réseau IP. D'accord. Puis là, ça m'amène à te poser une question qui vient d'arriver dans mon esprit comme ça, mais étant donné la nature de toi, ton travail, c'est-à-dire qu'en travaillant pour Hydro-Québec, j'imagine que tu es quand même appelé à travailler beaucoup à l'extérieur. Est-ce que c'est le cas? Oui, souvent, parce que, mettons, nos sites télécoms, nos lieux de travail sont, je dirais, assez éloignés de la nôtre. Mettons, je prendrais par exemple au Saguenay, où on est basé à Chicoutimi, mais on peut être amené à travailler jusqu'à Péribonka, les centrales au Chute-au-Pass, descendre plus bas dans le Saguenay. Donc, vraiment, on est amené à se déplacer, mais il y a d'autres postes, mettons, je dirais, plus je dirais, stationnaire, où on travaille dans un bureau, où on peut faire de la programmation d'équipements à distance, faire du troubleshooting à distance. Donc, ça dépend vraiment des postes. Mettons, ce qui est intéressant au Québec, c'est justement de ce côté-là qu'on peut changer de poste plus souvent qu'une autre entreprise. Donc, on peut être amené à la fois de faire de la maintenance sur un grand territoire, ou on peut être amené à faire de la gestion de projet, de l'ordonnancement pour des techniciens, ou faire de la programmation, dessiner des plans. C'est vraiment très large, en gros. Ça dépend vraiment du poste. D'accord, oui. Ben, merci beaucoup. Alors, est-ce que d'autres personnes auraient une question à poser à Malik? Donc, si vous le souhaitez, je vous le mentionne comme au passage, on a enregistré la séance, donc éventuellement, on va la rendre disponible sur le site web du Cégep de Jonquière et vous pourrez, là, si jamais vous avez manqué un petit bout de réponse ou si vous avez d'autres questionnements, donc vous pourrez réécouter la séance et il y a toujours la possibilité aussi de nous contacter en allant sur le site web, vous allez voir les coordonnées des personnes, là. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui s'appelle le bloc contact où vous pouvez laisser vos coordonnées et une personne de l'information scolaire, soit moi ou ma collègue Mégane, pourront prendre connaissance de vos questions et éventuellement aussi les transmettre à Malik si jamais ça s'adresse à lui. Sinon, on peut vous donner les réponses par rapport au programme d'études qui sont en lien avec le domaine dans lequel Malik évolue. J'ai cru voir qu'il y avait Samuel qui s'apprêtait à rédiger une question. Donc, Samuel, est-ce que ça répondait à ta question? Il semblerait que oui. Ah non, je le vois, il est en train d'écrire. Donc, je vais attendre sa question. Oui, merci, d'accord, parfait. Alors, je vous rappelle qu'à 19h30, dans quelques minutes, nous allons à rencontrer une autre personne qui est diplômée dans un programme qui est en lien avec le génie électrique, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, électronique industrielle. Donc, c'est Danick Gauthier, tout à l'heure, que nous allons rencontrer. En terminant, je tiens à te remercier, Malik, pour avoir partagé ton expérience et ton vécu. Et je te remercie et au plaisir de se rencontrer à nouveau là, dans une rencontre comme celle-ci avec d'autres élèves. On ne sait jamais si l'occasion se présente. Ça nous fera plaisir de faire appel à toi à nouveau. Alors, je te remercie encore. Merci. Merci.
C'est ça. Moi, en fait, Danick Gauthier, là, en ce moment, j'ai 24 ans. J'ai été diplômé là, du Cégep de Jonquière en électronique industrielle en 2019. Fait que je pense que c'est en même temps que Malik, justement, là, le gars précédent. En fait, j'ai été à l'école avec. Fait qu'on était en même temps. C'est ça, j'ai fait de l'électronique industrielle. J'ai participé au groupe Terre. Là. C'était comme un petit cours qui se donnait sur les heures du midi. Là. En tout cas, j'en parlerai tantôt. J'ai fait ça. Ensuite de ça, j'ai été à l'école à Chibougamau avant, là, mais ça, c'est un autre parcours que j'ai eu. Là, en ce moment, je travaille pour Rio Tinto, énergie électrique. Ça, c'est une division qui est plus sur le transport de l'énergie et la production de l'énergie ici au Saguenay. Je travaille à Jonquière, au barrage Chute-à-Caron. Fait que moi, je travaille tout le temps sur un barrage électrique. Donc, ça, je vais vous expliquer c'est quoi un petit peu plus tantôt. Là, les fonctions de mon poste, c'est sûr que là, j'occupe un poste qui est électricien industriel. Donc, j'ai fait le DEC, sauf que là, j'occupe un poste qui est, comme on pourrait dire, DEP, mais c'est juste parce que là, Rio Tinto, elle, a le pouvoir un peu d'avoir la main-d'œuvre qu'elle veut. Donc là, j'occupe un poste qui est électricien. Donc, plusieurs techniciens, un technicien pour plusieurs électriciens. Donc, moi, j'occupe un poste d'électricien industriel. Ensuite, là, moi, en fait, j'étais un gars qui est un peu une tête de cochon aussi. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable d'avancer dans mon cheminement scolaire. Là. Je suis orgueilleux, fait que là, il faut tout le temps me dépasser. Ensuite de ça, je suis pas vraiment un type qui est patient. En fait, j'ai appris à être patient au travail. Fait que là, ça, c'est quelque chose que au secondaire, j'avais comme de la misère un peu. J'étais impulsif, puis il fallait que je bouge tout le temps, un petit peu hyperactif. Puis je me suis rendu compte qu'au travail, l'impulsivité puis le travail, ça va pas tout le temps bien ensemble. Là. Fait que là, j'ai appris sur le plancher à développer ma patience, puis ça a quand même payé. Là. C'est de quoi que je suis allé chercher au travail. Ensuite de ça, j'étais un gars qui n'était pas super bon en maths. C'est sûr que l'électronique industrielle, ça demande quand même beaucoup de mathématiques. Là. C'est un cours qui est axé sur les mathématiques. Puis ça, j'ai été obligé d'aller chercher mes maths fortes à l'école aux adultes le soir durant mon cégep, ma première année, parce que là, j'avais pas ces crédits-là. Fait que là, il a fallu que je me raisonne un petit peu, puis que je me reprenne en main, puis que je me dise, OK, c'est beau, je vais aller faire ça. Puis ça valait la peine parce que là, en ce moment, j'occupe un bel emploi. Là. C'est sûr que Rio Tinto, je suis super fier de travailler là. Donc, c'est un petit peu ça là, pour ma présentation. Écoute, ça ressemble pas mal à ça. Là. Ben, merci beaucoup. Ça nous donne quand même, on te connaît un petit peu mieux, ça nous donne un bel aperçu là, du type de personne que tu es. Donc, justement, par rapport à ton poste, comme tu dis, tu es embauché chez Rio Tinto en tant qu'électricien, mais c'est peut-être comme spécifique au fait que eux autres, dans leur corps d'emploi, c'est peut-être un peu différent. Mais est-ce que tu pourrais nous donner Ouais, des exemples de ce que tu fais dans ton travail là, pour qu'on voit bien, là? pas de problème. En fait, comme je disais tantôt, c'est que Rio Tinto, eux autres, c'est une grosse entreprise. Moi, je connaissais pas ça. Là, je viens pas de la région. Puis Rio Tinto, j'avais aucune idée c'était quoi. Là. Le monde parlait de ça à l'école. Puis là, je comprends pourquoi ils parlent de ça. C'est une super belle place pour travailler. Puis comment ça marche, eux autres? C'est qu'ils ont le pouvoir de choisir le monde qu'ils veulent pour travailler chez eux. Fait que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont prendre rien qu'un technicien. La job que j'ai faite à l'école, là, ce que j'ai fait, c'est ça, être technicien. Le technicien, lui, c'est plus comme un ouvrage, comme une référence, si on veut. Lui, il n'y a rien qu'un technicien, 15 électriciens. Fait que moi, je pourrais un jour, tu sais, me rendre technicien, puis je pourrais être chef de service si je voulais. En faisant le cours qu'on fait là, on peut monter assez haut. Là, on peut juste pas être ingénieur parce que ça, c'est de l'université, mais encore là, on peut être une table de référence pour tous les électriciens, si je voudrais. Puis le technicien, lui, c'est ça. Lui, en fait, c'est une table de référence. Si j'ai besoin de quelque chose d'information sur un disjoncteur ou un sectionneur, savoir c'est quoi la charge maximale que je peux appliquer sur une ligne ou quelque chose de même, ben, c'est à lui, je vais lui demander. Tandis que moi, ce que je fais plus, c'est de l'entretien puis des projets. Ça veut dire l'entretien, c'est tout ce qui est préventif, un peu. C'est faire les inspections, m'assurer que tout est correct, brosser des contacts, la petite job de même. Puis ça peut aller aussi plus haut, comme sur un transfo avec des harnais, avec une nacelle, faire de l'inspection dessus, tout démancher le transformateur pour aller en dedans, checker si. En français, je sais pas c'est quoi, mais c'est des tapes. C'est comme des contacts à l'interne du transformateur. Puis là, moi, je rentre là-dedans.
Là, ben, je débose ça, puis je check si tout est beau. Puis aussi, il y a des projets. Les projets, ça, c'est ce qui est le plus payant, autant pour moi que la compagnie, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'over qui se fait là-dessus. Là. C'est sûr que c'est le fun. Il y a beaucoup, beaucoup de défis. Là. Quand on fait des projets, là, c'est vraiment le fun. Là, tu travailles avec les mécaniciens, avec les électriciens, tu travailles avec les chefs de service, avec les ingénieurs, puis là, tu te rassembles à une table. Puis là, ils disent, OK, c'est beau, là, dans la semaine du tel au tel. Là, on va démonter le transformateur, on va sortir la cuve, après ça, on va faire telle affaire. C'est le fun parce que c'est tout coordonné, puis c'est plein de corps de métier ensemble qui travaillent ensemble. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que, mettons, je pourrais donner vite de même un exemple, c'est que là, encore aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que on avait un gros transformateur, puis un transformateur, c'est une bobine qu'il y a là-dedans qui est de l'huile de la cuve. Puis là, il y a plein d'huile qui coule. Tu sais, c'est pas juste une job de bureau. Là. Tu sais, des fois, ils disent, quand tu vas au cégep, technicien, c'est de la job de bureau. Oui, c'est vrai, tu peux en faire. Ça dépend de ton employeur. Mais moi, ce que je fais, c'est beaucoup d'entretien puis de projet. Puis, tu sais, je me salis les mains, puis j'aime ça. Puis là, je m'en vais avec mon harnais, mes outils le matin, puis tout est fourni, là, où ce que je travaille, là, Rio Tinto, là, les budgets sont là, là. C'est sûr que c'est une belle grosse entreprise. Fait que, là, j'arrive là un matin avec tous mes outils, je me change au travail. J'arrive pas chez nous soit à la salle. Là. J'arrive au travail, je me change, je commence à travailler le matin, tous mes outils sont prêts. Puis c'est super le fun. C'est diversifié comme travail. C'est sûr que moi, je travaille sur un barrage hydroélectrique. Ça consiste à justement un barrage. Fait que là, il y a de l'eau qui s'accumule. Puis ce qui fait la puissance, qui crée l'électricité, en fait, c'est la colonne d'eau. Plus que l'eau est haute, plus qu'il y a de la pression dans le bas du barrage. Puis c'est cette force-là qui fait virer les alternateurs. Puis ça, c'est comme un peu nos bébés, là, les alternateurs. Là, c'est ça qui fait de l'argent, c'est ça qui fait que j'ai ma job. Puis moi, je fais l'entretien là-dessus. Ça, c'est vraiment la grosse job où ce que je travaille, c'est ça, les alternateurs. Fait que ça se trouve être un peu comme les alternateurs de char. Quand tu démarres ton véhicule, puis là, tu t'en vas à l'école, quoi de même, ben, ce qui fait mon point, ben là, l'alternateur, il est gros comme peut-être bien 6 pick-up en longueur de large. Fait que c'est une grosse bobine là, qui tourne. Puis le seul défaut de ma job, je te dirais que c'est parce que c'est bruyant. L'environnement est bruyant. C'est le seul polluant qu'il y a, c'est ça, parce que ça se trouve être comme un hôpital. Il n'y a pas de poussière, c'est éclairé, c'est propre. La seule affaire, c'est que c'est bruyant. Super. En fait, ça m'amène une autre question, ben, parce que là, étant donné que toi, tu travailles dans ton milieu qui est assez spécifique, mais en tant que technicien, dans le fond, en étant technicien, toi, tu peux aussi être la personne pivot, tu en as un peu parlé tantôt, entre, mettons, les ingénieurs et les superviseurs, et aussi de l'autre côté, les opérateurs, les gars Ouais. sur le plancher. Donc, tu es un peu comme le lien entre tout ce monde-là aussi, hein? Oui, c'est ça. Les techniciens, exactement. Là, c'est eux autres qui font le lien entre les électriciens de plancher, les opérateurs. C'est eux autres qui prennent en charge un peu les projets. Puis, on peut aller là. Là, c'est sûr que moi, ça fait juste 1 an que je travaille chez Rio Tinto. Là. Ça fait 1 an, le 24 février, que j'ai rentré. Fait que, c'est sûr que là, moi, j'apprends encore beaucoup. Là, je me demande encore sont où les outils, mais oui, en effet, là, il n'y a pas de problème avec ça. Quand tu es technicien là-bas, tu prends des projets en charge. C'est toi qui amène les gars qui disent OK, c'est beau, tu bonnes quelque chose. Oui, non, OK, check, on va aller là, on va faire ça de même. On va appeler l'ingénieur. Tu appelles le chef de service, le chef de projet. C'est toi qui gères là, un petit peu là, toute la gamique. Là, C'est ça, tu as une belle polyvalence en étant technicien. Oui, Et exactement. dans ton travail, dans tout ce que tu nous as dit, y a-tu quelque chose en particulier que tu trouves davantage valorisant ou vraiment qui te challenge davantage? Ben, ce qui est le plus palpitant, je dirais, c'est sûr que, ben, premièrement, c'est propre. Ce que je travaille, je veux le souligner, c'est propre. C'est ça qui est le fun parce que, ben, c'est ça qui est le fun. C'est pas tout le temps le fun pour tout le monde. Mais moi, j'aime ça. Je veux dire, je vais me salir en travaillant, mais où ce que je travaille, c'est propre, mettons. Puis, ce qui est le plus palpitant, c'est ça, c'est les projets. On appelle ça les réflexions, nous autres. Les réflexions, ça, c'est quand une machine, mettons, un alternateur, justement, est rendu trop vieux, parce que là, je veux le souligner. En fait, où ce que je travaille, j'ai pris des petites notes. Où ce que je travaille, là, la centrale Chutacoron, là, ça a été bâti en 1930. Fait que c'est sûr que c'est pas neuneux, là, ça brise. Là. Puis moi, je trouve ça le fun parce que y a de quoi faire. Parce que les bonhommes, entre parenthèses, ceux-là qui commencent à sortir à la retraite, là, ben, eux autres, là, la bâtisse, c'était neuf quand ils sont rentrés. Fait que, eux autres, puis leurs parents, fait que ça brisait pas. Mais là, moi, c'est le
c'est le fun parce que ça brise. Fait que là, ça s'appelle des réflexions. Ça, c'est quand tu sors une machine au complet, ça, c'est des projets. Tu sors la machine au complet puis tu la répares. Tu fais carrément, tu changes les pièces. Fait que ça, c'est palpitant parce que c'est là que tu apprends le plus. Tu sais, c'est la première fois que ça arrivait depuis 25 ans. C'est arrivé il y a 2 mois environ. Il y a une machine qui a sauté. Puis ça, c'est des millions de dollars. Là. Fait que là, c'est go, 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 vite. Là, les ingénieurs arrivent, les projets, puis là, on bloque tout ce qu'il y a ailleurs, on fait ça. Fait que là, tu t'assis avec la gang, avec les plus hauts placés, puis même la chef de service régional. Puis là, on dit, OK, là, on a besoin d'une machine, c'est quoi qu'on fait? Bon, ben là, c'est un gros projet. Ça, puis c'est des réflexions, c'est le fun. Il y a des gros projets d'envergure, puis c'est pas des petites affaires 120 volts là, tout le temps, là, une petite prise avec une petite lumière. Là, des fois, c'est des gros projets d'envergure, puis là, faut que tu le fais de A à Z, c'est ça qui est vraiment le fun. Là. Ça, c'est sûr, c'est ce qui est de plus palpitant. Puis de valorisant, c'est sûr que le premier call que j'ai réussi à faire tout seul, de nuit, puis j'ai réussi à le terminer, à trouver le problème, ben, c'était ça qui a été le plus valorisant. Quand tu trouves le problème à quelque chose, puis que le monde se fie sur toi, puis que tu réussis à le faire, c'est ça qui est valorisant. C'est vraiment le fun. Je comprends, oui. Oui. J'imagine que en même temps, est-ce que ça représente quand même des gros défis? Est-ce que tu considères que ça, c'est un défi auquel tu dois faire face, puis ça peut générer du stress? Oui, ça, en effet, c'est sûr et certain. Moi, je travaille, où ce que je travaille, en fait, là, la Ch'tacabra, on est la division haute tension d'énergie électrique. Fait que haute tension, ça veut dire 160 volts. Mais en fait, c'est 650 volts et plus, là, en théorie. Là. Mais moi, je m'occupe du 161 000 volts puis 4400 volts et plus. Ouais, environ, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que 161 000 volts, en fait, c'est les lignes de transport de Rio Tinto. C'est un peu comme les lignes Hydro-Québec, mais Hydro-Québec, c'est 750 000. C'est encore pire. Là. Mais 161 000 volts, juste donner une idée, on a 120 volts courant, puis on ne veut pas y toucher. C'est sûr que 161 000, tu te tiens loin de ça. Là. Juste donner un petit exemple, c'est que ça prend 300 milliampères pour tuer un homme. Mettons que tu toucheras à 300 milliampères, le courant, mais il y aurait la possibilité de fatalité. Puis moi, je travaille à Arvida. En fait, on se promène un petit peu. Puis Arvida, il y a 60 000 ampères. Fait que là, j'ai calculé tantôt, là, c'est 180 000 fois plus que ce que ça te prend pour tuer un homme. Fait que c'est sûr que les défis, le côté santé-sécurité, il n'y a pas à niaiser ben, le courant, tu le vois pas, tu l'entends pas. Des fois, tu l'entends à cause des transports, ça gronde un peu. Là. Mais tu ne l'entends pas, tu le sens pas, tu sais pas qu'il est là. Puis il faut juste qu'il touche pour que tu meurs. Puis même des fois, tu n'as même pas besoin de toucher, puis il peut te sauter dessus. C'est sûr que les défis santé-sécurité, il ne faut pas niaiser. C'est quand même assez dangereux. Sauf que ce qui est important, ben, c'est sûr, c'est de faire sa sécurité. Puis la prise de décision rapide. Tu sais, quand tu arrives à quelque part, puis que là, ça a déjà arrivé à un moment donné, il y avait un feu, justement, il y a eu un short, un ground, en fait, qui est arrivé. Puis là, le feu était pogné. Fait que là, il fallait ouvrir les couteaux parce que là, le disjoncteur, il n'a pas ouvert, il n'a pas fait sa job. La sécurité n'a pas marché. Fait que là, il fallait savoir quoi faire dans ce temps-là. Puis là, en fait, c'était d'appeler l'opération puis de demander à eux autres qui ouvrent le disjoncteur en aval. Tu sais, ça paraît simple, là, mais c'est sûr que quand tu vois le feu est pogné puis que là, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, il faut prendre des décisions rapides. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, c'est des défis même à tous les jours. C'est sûr que c'est de faire sa sécurité, que je pense qui est le plus important. Là. Parce que, prendre l'absence de tension, tout le temps. C'est un peu comme quand on est à la maison. Bon, ben, tu ne mets pas les doigts dans la prise sans avoir ouvert le breaker puis sans avoir checké s'il y a encore du courant. Les gros défis, c'est ça. Super. C'est un tueur qu'on ne voit pas. Oui, fait que dans le fond, puis là, tu parles de prise de décision rapide. Donc, tout ça, ça peut être des situations stressantes. Puis toi, ta stratégie peut-être pour faire face aux situations stressantes, est-ce que tu en as? Ouais, j'ai mon tout le temps sur moi, là, puis je prends des notes tout le temps, là, le plus possible. Puis quand que ça arrive, ben en tout cas, souvent quand ça arrive, j'ai déjà travaillé autour de où ce que c'est arrivé. Habituellement, c'est pas de quoi de nouveau que j'ai jamais vu. Là. Habituellement, j'ai déjà travaillé sur où ce qu'il y a un trou. Fait que quand il arrive quelque chose, ben, je prends des notes. C'est sûr que des fois, sur le coup, ça peut arriver d'être au pied du mur, puis je me dis, je sais pas quoi faire. Ben là, je me réfère aux plus vieux. Je suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul, c'est une école, puis là, j'apprends encore. Je suis nouveau. Mais les personnes qui ont de l'expérience, ben là, je leur demande des conseils. Quand ça arrive, des fois, ben, je ne sais pas quoi faire, je suis avec eux autres, je me réfère à eux. Puis après ça, je prends des notes. Ça, c'est le cas qui est bien important. Au secondaire, comme des petites vidéos de même, là, des fois, ça me passait un petit peu par-dessus la tête, mais là, je veux le faire justement pour donner mon expérience un petit peu.
Puis quand tu es sur le marché du travail, là, au salaire minimum, c'est sûr, des fois, c'est moins intéressant de prendre des notes. Mais quand on travaille justement dans des grosses compagnies, quand c'est ton emploi, prendre des notes, c'est vraiment important. Et quand tu ne veux pas qu'un trouble arrive 10 fois, puis que 10 fois, il faut que tu demandes à la personne qu'est-ce qu'il faut faire, à un moment donné, il faut que ça rentre. Là. Puis prendre des notes, c'est vraiment important. Fait qu'habituellement, je prends des notes le plus possible. Puis je m'aide avec ça. Là. Un excellent conseil que tu nous donnes. Merci beaucoup, Danick. Là, je vais tout de suite aller chercher quelques questions. Là, il y a Antoine qui nous demande, Antoine Boily nous demande la carte de compétences, comment ça fonctionne, licence C ou CE, nombre d'heures. Est-ce que toi, tu connais la réponse? Pas besoin. Pas besoin? Oui, moi, en fait, j'avais commencé, moi, je travaillais dans une mine avant. Là. J'ai travaillé 1 an dans une mine dans le nord du Québec. Puis j'ai commencé à faire ma classe C, justement, mes heures. J'ai pas besoin, c'est hors construction pour rentrer chez Rio Tinto. Il y a pas. Je te donne un exemple, là. J'avais même pas 1 an complet d'expérience quand je suis rentré chez Rio Tinto. Fait que, je me suis essayé, j'étais à la mine dans ce temps-là, puis je vais m'essayer. Puis je pensais qu'elle allait me demander mes cartes, justement, classées. Finalement, non. Tu arrives là, j'avais même pas 1 an d'expérience pile. Puis ils m'ont pris quand même. Là, tout ce qu'ils veulent, c'est du monde qui savent travailler, puis qui veulent travailler, puis qui sont vaillants. Parce que J'ai dans pas le fond, besoin, non. Pas de classé. probablement qu'Antoine fait référence au. Dans le milieu de la construction, oui, là, ça va prendre les cartes de Ouais. compétences. Tandis que là, dans le cas de Rio Tinto, ben, c'est comme ils ont leur façon de gérer leur corps d'emploi, fait que c'est ça qui est un peu différent. Donc, si Ouais, jamais. c'est ça. Mais en fait, concernant justement la classe C ou une construction, électronique industrielle, là, habituellement, pour travailler dans des usines, des affaires de même, habituellement, ils ne demandent pas. À moins que tu travailles vraiment sa construction, là. C'est plus électricien, ça, je pense, là, Oui, mais avec ça. le cours du DEC, habituellement, là, la classe C, c'est rare qu'ils la demandent. Là. Je sais qu'il y a certains moulins à bois qui le demandent là, parce que il y a des travaux qui nécessitent cette carte-là, mais c'est quand même assez rare. Là. OK. Parce que là, Antoine nous dit que hors construction, habituellement, il demande la licence CE pour hors construction. Ben, c'est ça, ça, c'est des questions assez pointues. Je dirais même, Antoine, que je pourrais te mettre en contact avec nos enseignants. Là. Tu vas trouver la façon de nous contacter, soit sur notre page Facebook du Cégep ou encore sur le site web. Il y a toujours une façon de communiquer avec une personne de l'information scolaire, soit moi ou ma collègue, Mégane. Et puis, nous, on peut te mettre en contact avec Moi, les je ne l'ai pas personnes du fait, fait que c'est département. sûr, je peux pas. C'est vraiment une question plutôt pointue. Sinon, il y avait aussi, Antoine, tu demandais aussi à quel endroit as-tu travaillé avant? Avant, j'ai travaillé. En fait, je vais là en ordre, là. J'ai fait mes stages chez. Là, ça s'appelle Newmont, la mine. Mais moi, je viens de Chibougamau, fait que là, la mine Newmont, qui s'appelait Gold Corp, ben moi, je prenais l'avion à Chibougamau, fait que je prenais l'avion de chez nous. Puis, aussitôt que j'ai fini le cégep, j'ai fait mes stages là. Fait que ça veut dire, j'ai même pas fini le cégep encore, je n'étais pas diplômé, j'ai fait mon stage de fin d'année là. Fait que j'ai rentré là. J'ai fait mon mois de stage. C'était 1 mois, mais moi, c'était une run de 2 semaines. Fait en 2 semaines, je faisais l'équivalent en heure d'1 mois. Fait que j'ai juste fait 2 semaines. J'ai été engagé là tout de suite. Moi, j'ai été engagé là tout de suite. J'avais même pas fini, je n'étais même pas diplômé, puis j'étais engagé déjà. Puis j'ai commencé à travailler là. Ça s'est fait acheter, Gold Corp. C'est fait acheter Oui. par Newmont. Fait que là, il y a eu un genre de petit mouvement de main-d'œuvre. Ils ont coupé des postes. Fait que là, moi, vu que j'étais le dernier rentré, j'ai été le premier sorti. Fait que ça, c'est dommage. Fait que je suis arrivé au Saguenay. Après ça, je suis venu m'établir ici. J'ai travaillé dans une shop électrique chez Elexco. Fait que là, j'ai pris de l'expérience un peu pour faire du montage de boîtiers pendant 2-3 mois. J'ai le temps de rentrer chez Rio Tinto. J'ai rentré tout de suite après. OK. C'était vraiment du back-à-back. Là. Ça n'a juste pas arrêté. J'ai juste 2 mois au travail chez Elexco. Puis après ça, c'était Rio Tinto. Parfait. Il y a beaucoup d'emplois dans le domaine. Ouais, c'est assez fou, là, puis ça s'arrache. Là. C'est bien rare que tu vois quelqu'un qui a 1 an d'expérience, je veux dire, négocier son salaire. Puis là, ça se OK. fait là, en ce moment. Là. Tu manques pas de place, puis ils chérissent ce poste-là comme ça se peut pas. Là. Les conditions de travail, tes choix, il y a de la job partout. Super. Il y avait aussi Félix qui nous demande qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans l'obtention de ton emploi actuel, selon toi?
De ma job chez Rio Tinto, qu'est-ce qui a été le plus marquant, c'est ça? Le plus déterminant qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette job-là? Qu'est-ce qui a fait? Ben, pour que je me rende, je te dirais que le berceau, là, c'est l'entrevue que j'ai eue parce que tu donnes ton prendre, mais je pense que c'est ton attitude que tu as durant l'entrevue qui compte le plus. Puis je n'ai parlé avec ma boss un petit peu, puis c'est ça qu'elle me disait, là, que c'est l'attitude. Ils veulent pas avoir le monde le plus qualifié, ils veulent pas avoir le monde qui ont 12, 3, 45 000 classes différentes. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent du monde qui sont capables de travailler en équipe, puis qui sont capables d'avancer tout seul. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du bon monde. C'est exactement ça qu'ils cherchent. Fait que je pense, moi, j'ai passé une très bonne entrevue, puis je pense, en tout cas, c'est ça que j'ai su. Puis c'est ça qui m'a aidé, je pense, à rentrer. Parce qu'après ça, là, les tests, tu as des tests psychométriques, tu as des tests de capacité, des tests, plein de sortes de tests, là. Des tests médicaux aussi à faire. Puis ça, c'est pas grave. Ça, c'est juste juste du tout. C'est vraiment l'entrevue qui est importante. C'est ça, je pense, qui a fait que j'ai réussi à rentrer. Dans ton parcours, là, dirais-tu que tu as rencontré des gens qui auraient pu t'influencer ou t'amener à faire ce choix-là d'études qui dans le fond, t'a amené à aller travailler dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une personne qui a été sur ton parcours et qui t'aurait peut-être influencé ou motivé? Ben, moi, dans ma famille, j'ai pas d'électricien, j'ai pas personne qui fait ce métier-là. J'ai juste changé de carrière. Au début, j'étais en technique policière, puis là, ben, j'ai changé, j'étais retourné en sciences humaines, j'étais revenu. Puis finalement, ce qui a fait en sorte que j'ai pris ce cours-là, c'est je me suis comme un peu auto-éduqué, là. Je me suis acheté un livre sur les cours, puis les cours populaires du Québec, les meilleurs emplois. Puis j'ai regardé ça un petit peu, puis mon père m'a guidé là-dedans, c'est sûr. À un moment donné, j'étais comme perdu. Là. Veux pas, en secondaire 5, j'étais pas le garçon le plus assidu non plus à l'école. C'est ça. En secondaire 5, je comprends un peu où ce que vous êtes rendu. J'étais le même aussi. Puis je me suis un peu ce que je veux. Puis là, mon père ne me mettait pas de pression non plus. Là. Il comprenait que c'était une grosse décision. Puis il me laissait là-dedans. Il a dit, si tu veux, je suis là. Mais écoute, il m'a donné tous les moyens. Il m'a tout payé les livres que j'ai voulu, des conférences sur Internet aussi, voir, pour trouver l'emploi que je voulais. Puis finalement, ben, je suis tombé là-dessus. C'est sûr que mon père m'a aidé pas mal. Il m'a pas mis de pression parce que, tu sais, ça a pression à un moment donné. Tu dis, OK, c'est beau, je vais faire ça. C'est ça que j'ai fait en technique policière. J'ai dit, OK, c'est beau, ça, je suis capable de rentrer, je vais le faire. Finalement, je l'ai fait, mais j'ai pas aimé ça parce que j'avais une petite pression. Là, je me disais, il faut que je trouve quelque chose, mais l'important, c'est de faire de quoi qu'on aime. Fait que j'ai changé de place. Puis mon père, ben, l'a bien pris. Je me suis senti bien là-dedans. Là, c'est ça. Ouais, c'est une belle influence. Est-ce que tu aurais selon toi, là, le profil d'une personne qui veut travailler dans ce domaine-là, ça serait quoi les qualités ou les attitudes là, qui seraient davantage profitables pour quelqu'un qui veut faire ça? Ben, je commencerai avec, il faut être vaillant. C'est comme n'importe quel emploi. Là. Quand tu vas travailler à quelque part puis que t'es piqué de bout puis que tu attends que quelqu'un dise quoi faire, là, même moi, personnellement, je suis pas patient là, avec du monde de même, puis j'ai de la misère à travailler avec du monde comme ça. Là. Moi, c'est sûr que autres, dans n'importe quel emploi, je pense qu'il faut que tu sois vaillant. Patient aussi, c'est sûr, certain. Parce que tu vas lire des plans, puis je suis pas le gars le plus concentré dans la vie non plus, là, mais la concentration, ça va être important parce que tu vas lire des plans, il faut que tu suives. Le monde sont d'expérience. Puis dans n'importe quel emploi que tu vas faire, il faut que tu sois allumé un peu. Là, tu suis des plans, OK, c'est bon, on va faire ça. Il faut que tu te souviennes que si on vient de là, OK, c'est beau, tu descends en bas, là, tes outils sont là. Il ne faut pas que tu oublies ta sécurité non plus. Checker ta tension. Je pense que la patience, c'est ça, c'est important. Être vaillant, être sécuritaire, puis de vouloir apprendre. C'est sûr que. Puis prendre des notes. Encore là, je n'ai parlé aujourd'hui avec un gars à job. Ouais, prendre des notes, c'est ça, exactement. Tu prends des notes, ça va t'aider. Moi, je me suis fait un OneNote, en tout cas pour ceux qui connaissent ça. Je me suis fait un OneNote, c'est un peu un calepin, si tu veux, sur Word, pas sur Word, mais sur Microsoft. Puis je mets toutes mes affaires là, tous mes mots de passe sont là, tous mes codes d'accès, les références à des plans que j'ai besoin souvent, les raccourcis Windows, je mets toutes mes affaires là-dedans. Fait que
À un moment donné, je suis tout seul, pas dur. Je m'envoie là-dedans, toutes mes affaires sont là, puis je lis sur mon cellulaire, puis prendre des notes, c'est super important. Puis d'écouter aussi ce que les plus vieux ont à dire. Là. Puis ils vont finir par t'aimer aussi. Là. Je veux dire, quand tu écoutes ce qu'ils ont à dire, ils te donnent des trucs, tu dis OK, même si ça fait 10 fois que tu te le fais dire par 10 personnes différentes dans la journée, tu dis ah ouais, OK, moi c'est bon. Au début, c'était juste on met les pelles là. OK. Un autre gars, il me dit ça. On met les pelles là. OK. Tu dis pas ouais, je le sais. En tout cas, moi, je dis pas ça, là. Mais je dis pas ah ouais, je le sais, le gars me l'a dit tantôt. Je le laisse me conter les affaires. Puis les autres sont contents parce que tu as de l'air à écouter. Mais ben, t'écoutes, mais même si tu l'as fait dire 10 fois, là. Je pense que l'écoute, c'est super important. Très, très bon point. Puis là aussi, je veux juste peut-être faire un petit aparté dû au fait que tu travailles chez Rio Tinto. Ta job est assez spécifique, mais en électronique industrielle, tu aurais pu aussi travailler dans l'automatisation. Je ne sais pas si tu peux peut-être nous parler une petite affaire là, de qu'est-ce que ça serait là, travailler en automatisation selon toi. Oui, pas de problème. J'ai fait un stage, justement. Ben, en fait, j'ai travaillé un été chez Borel-Chapelle. Là, pour ceux qui connaissent ça, connaissent pas ça, c'est un peu comme Résolu. Là. En fait, c'est une usine de bois à Chapelle, dans le coin de Chibougamau. Puis là, j'en ai fait de l'automatisation. Là. Tout l'été, en fait, là, j'étais juste là-dessus 40 heures semaine. Puis comment que ça fonctionne? C'est des séquences, en fait. C'est des conditions pour que quelque chose se fasse. Fait que, donner un exemple, là. Pour que, mettons, pour un tapis roulant, pour qu'il fonctionne, là, il faut qu'il y ait l'alimentation. Bon, après ça, dans l'automate du tapis roulant, ben là, il va falloir que tu payes sur start pour qu'il fonctionne, mettons. Bon, mais ça, c'est une condition. Lui, là, le petit automate en dedans, là, ben, c'est peut-être pas un automate, là, mais il faut qu'il y ait des conditions. C'est de même que ça fonctionne. Ça, c'est tout par ordinateur. Fait que là, c'est assez vaste, pareil, expliquer ça en 2-3 minutes, là, l'automatisation. Mais en fait, l'automatisation, c'est un peu un cerveau. C'est un cerveau que tu programmes avec des séquences. Tu dis, ça prend telle affaire, ça va prendre ça puis ça aussi, mais pas ça pour que le moteur y vive. Fait que là, si tu as toutes les conditions que tu as besoin, là, le moteur va virer, ça va ouvrir un relais, ça va fermer le relais, le contact, ça va faire avancer le moteur dans le champ. Puis ça a la même affaire pour, mettons, si tu veux qu'il arrête le moteur, bon, ben, il faut qu'il y ait une limite switch. Là. Une limit switch, c'est comme une porte de garage. Quand il arrive en bas, bon, ben, le moteur arrête de descendre. Ben, ça m'a fait. Si, mettons, tu dis pour que le moteur arrête, là, ben, il faut que la limit switch elle soit fermée. Fait que là, la limit switch est ouverte. À un moment donné, elle ferme. Elle envoie un signal à l'automate. L'automate dit oh, OK, là, la porte est fermée. Fait que là, elle coupe tout. C'est un petit peu ça. C'est des conditions. Encore là, c'est des domaines, domaines vastes, hein? C'est ça. Oui, mais c'est vraiment hot, par exemple. Là, en ce moment, je vais me faire, justement, vu que je suis le nouveau engagé, puis c'est moi qui n'est pas le meilleur, là, mais vu que je suis le plus familiarisé avec les automates, ben là, justement, à chaque ce que je travaille, ils vont me former sur les automates. Ah. Ça va être moi qui va s'occuper des automates parce que je suis le plus à jour de toute la centrale. C'est comme une corde. C'est drôle de même, là, mais c'est ça. Oui. Puis c'est vraiment le fun. Là. À l'école, on fait ils sont bien équipés au cégep de Jonquière. C'est là que je suis allé. Les ceux sont bien équipés parce qu'ils ont des beaux laboratoires. Puis c'est exactement ça qu'on utilise dans le marché du travail. Là. En tout cas, chez Rio Tinto, c'était ça. Puis à Mine aussi, où je travaillais, c'était exactement ça. Fait que, c'est vraiment hot. Là. C'est un petit cerveau que tu contrôles. Il y a de la robotique aussi là, qui s'approche de ça. Là. Oui. Mais c'est vraiment pas pire. Non, faut que tu sais allumer parce que c'est pas évident. Là. C'est un casse-tête en soi, là, l'automatisation. Mais quand tu le maîtrises, il y a tellement des possibilités avec ça, c'est terrible. C'est super. Ben, écoute, c'était vraiment un parcours intéressant. Et il faudrait faire une autre soirée puis te réinviter pour reparler encore de tout ce que tu t'apprêtes même à faire éventuellement dans ta job. Là, maintenant, on serait rendu. Écoute, je veux juste te remercier vraiment beaucoup. Et puis, là, on serait rendu à faire la présentation avec notre autre invité qui s'appelle Jean-Simon Bouliane. Mais je t'invite, si tu le souhaites, à rester avec nous. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer à les écrire dans le chat. Puis, de toute façon, le chat va rester ouvert tout au long de la séance. Alors, je vais pouvoir, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir y répondre. En attendant, il y a Raphaël qui te dit merci, super intéressant. Alors, je te remercie encore une fois. Merci d'avoir partagé ton beau parcours avec nous, Danick. Et puis, si tu souhaites
tu peux rester avec nous ou encore, sinon, ben, on te souhaite une bonne fin de soirée et encore merci. Moi, je vais aller me coucher, je travaille demain Oui. matin. Fait que c'est bon. Si jamais il y a quelque chose, au pire, vous pouvez m'écrire, je vais répondre aux questions par Outlook. Il n'y a pas de problème. Super, on te mettra en contact avec les... Merci beaucoup. Merci, bye bye. Donc, maintenant, on serait rendu à notre troisième sujet, c'est-à-dire le parcours de Jean-Simon Bouliane. Alors, Jean-Simon, je te souhaite la bienvenue à notre 7 à 9 du Cégep de Jonquière, ma carrière après mon deck. Et je veux juste répéter avant de débuter ton témoignage, c'est qu'on enregistre la séance pour pouvoir par la suite que des personnes qui n'auraient pas pu y assister, qui souhaiteraient la réentendre ou l'entendre une première fois, donc ils vont pouvoir y accéder via notre site web d'ici quelques jours. Écoute, je vais te laisser te présenter, seulement mentionner que tu t'appelles Jean-Simon Bouliane, mais pour le reste, je te laisse te présenter. Ben voilà, mon nom c'est Jean-Simon Bouliane, j'ai 35 ans, diplômé du Cégep de Jonquière en 2014 déjà, dans une très petite cohorte d'une dizaine d'étudiants en aménagement et urbanisme. Et depuis ce temps-là, j'ai fait là, un petit parcours professionnel à 2 ou 3 endroits. J'ai commencé par faire un remplacement à la municipalité de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean comme inspecteur municipal. J'ai transféré par la suite comme analyste des dossiers permis pour la Ville de Québec à l'arrondissement Sainte-Foy pendant 1 an. Et là, depuis quelques années, je suis de manière permanente inspecteur en bâtiment à la Ville d'Alma. Donc, voilà un peu pour mon parcours. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, en quoi ça consiste ton travail? En fait, le travail de l'inspecteur municipal, c'est plutôt méconnu. Tout le monde sait que ça existe, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce qu'on fait. Moi, dans le fond, mon travail spécifiquement, c'est d'être responsable de la division de l'inspection. Dans le fond, à la Ville d'Alma, il y a 2 divisions. Il y a la division des permis et la division de l'inspection. Ce n'est pas toutes les villes là, qui ont les 2 divisions séparées. Il y a des endroits où est-ce qu'un inspecteur municipal va faire les 2. Il va émettre des permis puis il va aussi faire de l'inspection sur le terrain. Moi, je ne fais ou à peu près que de l'inspection sur le terrain. Je suis responsable, là, dans le fond, de l'équipe qui travaille sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on patrouille le territoire, en fait, pour s'assurer que la réglementation municipale, elle est respectée. Que ce soit pour aller voir des plaintes qui nous ont été transmises par des citoyens, par des collègues de d'autres services ou par d'autres services comme la Sûreté du Québec ou certains ministères. Et on va, dans le fond, un peu vérifier tout ça. Et par la suite, on fait régler les situations avec tout l'arsenal juridique, l'arsenal de négociation qui est à notre disposition. Fait qu'on est un peu comme, si on peut dire, les gardiens là, des orientations de la ville par l'application de la réglementation municipale. Donc, en gros, ça fait appel à toutes sortes de compétences. Donc, tu dois connaître tout ce qui est réglementation, mais en même temps, la facilité à entrer en communication avec les gens. Donc, ça fait appel à toutes sortes de compétences, si je comprends bien. Effectivement, les inspecteurs municipaux, on est des généralistes, donc on est un petit peu connaissants dans plusieurs domaines sans être des spécialistes dans chacun de ces domaines-là. Donc, on va travailler en environnement, que ce soit pour la préservation des milieux humides, les bandes riveraines, les travaux dans des cours d'eau. On va travailler de façon juridique en allant représenter la municipalité ou plutôt témoigner pour la municipalité en cours municipal ou en émettant des constats d'infraction ou des mises en demeure. On va travailler en architecture, en préservation du patrimoine, en aménagement du territoire et on va être un peu des généralistes dans tous ces domaines-là pour pouvoir répondre aux différentes questions des citoyens. Super, merci beaucoup. Est-ce que toi, dans ton travail, est-ce qu'il y a une partie que tu trouves davantage valorisante ou que tu trouves plus palpitante qu'une autre partie de ton travail? Ben, palpitante, oui, parce que, surtout à la division de l'inspection, tous les matins, dans le fond, nous, on arrive avec l'équipe de travail et puis on se réunit puis on fait une espèce de petit planning de la journée.
je vous dirais que le planning de la journée prend assez rarement le chemin qu'on veut. Normalement, ça prend le bord parce qu'il y a souvent des urgences, surtout en période estivale où il y a beaucoup de travaux qui se font, où ça bouge beaucoup. Il peut nous arriver à tout moment une urgence environnementale ou encore une plainte qui pourrait représenter une menace à la sécurité de quelqu'un. Donc, vraiment, on va se déplacer rapidement à ce moment-là. Au niveau de la valorisation, le milieu de l'urbanisme, ce n'est pas un milieu où on va avoir une récompense automatiquement suite à notre travail. Donc, on ne commencera pas un projet le matin puis le finir dans l'après-midi. Ça va être beaucoup, beaucoup plus sur le long terme. Moi, ça va faire pas loin de 5 ans que je suis permanent à la ville d'Alma et je commence à voir le résultat des projets qu'on a entamés dans les premières années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme. En fait, on reprend souvent le travail des inspecteurs qui nous ont précédés. On augmente un peu tout ça, puis on passe ça à la prochaine génération. Donc, vraiment, c'est de savoir qu'on a été un morceau dans l'histoire, en fait, de nos municipalités. Dans le fond, c'est comme à chacun, à chaque personne qui passe dans ce travail-là, elle apporte son petit grain de sel à l'amélioration de la qualité de vie d'un peu tous ses concitoyens. Exactement. Souvent, on oublie ça. Les gens oublient que le travail qu'on fait, c'est pour améliorer la qualité de vie des citoyens de la ville. Quand on préserve l'environnement, quand on préserve un milieu humide ou quand on empêche quelqu'un de faire une construction, je ne veux pas dire laide, mais une construction Oui. qui pourrait même représenter un danger, mais en fait, c'est tous les citoyens de la ville qu'on protège, effectivement. Puis on passe ça à la prochaine génération, les futurs habitants de la ville, mais aussi nos futurs collègues et nos futurs successeurs. Effectivement. Est-ce que tu aurais, dans le fond, un exemple là, d'un défi? Qu'est-ce qui représente le plus gros défi auquel tu dois faire face dans ton travail? Je l'ai dit tantôt, c'est la polyvalence. En fait, parce que on doit être connaissant dans plusieurs domaines. Il y a été une époque où est-ce que les inspecteurs municipaux donnaient des permis un peu. Le règlement à l'époque avait peut-être l'épaisseur de 3 ou 4 feuilles. Maintenant, on parle de plusieurs cartables et plusieurs lois et règlements provinciaux et fédéraux qui vont venir s'appliquer aussi. Donc, le plus grand défi, c'est vraiment d'être un généraliste. Ça, c'est au niveau des connaissances. Maintenant, au niveau personnel, ça représente un défi parce que quand on n'est pas expert dans un domaine et qu'on doit tenir tête, entre guillemets, ou qu'on doit défendre le point de vue de la ville face à un contracteur, un avocat, un arpenteur, un biologiste qui connaît beaucoup plus son affaire que soi, il faut avoir très confiance en ses capacités. Il faut aussi, par contre, avoir assez d'humilité pour dire, là, on dépasse mes compétences, puis je vais aller soit demander à un collègue qui est spécialisé dans ce domaine-là, ou soit faire appel à un professionnel pour pouvoir avoir l'information et donner la bonne information et surtout prendre la bonne décision dans un dossier. Donc, en même temps, l'assurance, mais en même temps, l'humilité de reconnaître ses limites. Donc, Exact. ouais, c'est bon. Est-ce que tu dois vivre par conséquent des situations assez stressantes? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais comme stratégie pour y faire face? Évidemment, le stress de l'inspecteur municipal ne se comparera pas au stress du policier ou du pompier, là, qui sont d'autres employés municipaux. Par contre, en période de pointe, l'inspecteur va être capable de travailler avec plusieurs dossiers et de faire face à la pression d'avoir tous ces dossiers-là à gérer. Normalement, en période estivale, un membre de mon équipe d'inspection va avoir entre 250 et 300 dossiers d'actifs. Donc, ça veut dire qu'il y a 350 dossiers qui mènent en même temps. Évidemment, ça demande beaucoup d'organisation si on ne veut pas tomber dans le stress. Je vous dirais que le plus gros stress qui est vécu par la plupart de mes collègues dans d'autres municipalités ou dans la mienne, c'est en fait qu'il faut comprendre au départ que le travail d'inspecteur, ce n'est pas un travail où on va se faire nécessairement des amis. C'est un peu plate à dire, mais étant donné qu'on représente la loi, qu'on est un agent d'application réglementaire, souvent les citoyens ne seront pas contents de nous voir arriver. Et ça peut représenter un stress là, quand des fois on se demande comment le citoyen va réagir ou comment le contracteur ou l'architecte qu'on va rencontrer va réagir. Encore là, il faut se faire assez confiance puis faire assez confiance à nos skills de relations humaines pour être en mesure d'atténuer ces situations-là. Donc, il n'y aura pas de stress en regard où il n'y a personne qui va être en danger de mort avec notre travail. Mais c'est un stress à long terme de gestion d'une grosse charge de travail qui est très facile à amenuiser avec une bonne organisation.
Un mot-clé qui revient souvent, je te dirais, dans les témoignages qu'on a eus depuis hier avec nos anciens diplômés, l'organisation, ça revient souvent, donc on en prend note. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, toi, dans ton travail, que tu es chanceux de faire ton métier? Est-ce que il y a des fois où tu te sens comme, oui, hey, je suis à ma place? Ben, je vous dirais que je vais peut-être être quétaine un peu, mais tous les matins. Il n'y a pas un matin depuis le début de ma carrière que je me suis levé et que je me disais, je ne suis pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je disais tantôt. Je poursuis le travail qui a été commencé par mes collègues il y a des années. Puis je le sais que je vais mettre mon petit grain de sel, je vais mettre ma pierre à l'édifice, puis que quand je vais partir, je vais avoir amené la ville vers quelque chose de meilleur, puis de créer un meilleur milieu de vie pour ses citoyens. Aujourd'hui, c'est moi qui est aux commandes, c'est moi qui un peu m'assure que la ville prend la bonne track ou que les citoyens continuent de travailler dans le bon sens. Dans 10 ans, ce sera quelqu'un d'autre qui va continuer cette mission-là. Mais vraiment, là, on peut dire qu'on fait une différence, particulièrement au niveau de l'inspection, où on est assis dans le véhicule, sur le terrain, Mhm. puis on change du jour au lendemain les choses. Souvent, on voit passer des lois qui sont votées par nos gouvernements, par nos conseils municipaux. Une loi, la dernière qui est entrée en vigueur, exemple, c'est une loi sur la préservation des milieux humides. C'est bien beau d'en discuter au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale des milieux humides, mais c'est les inspecteurs municipaux assis dans l'automobile, assis dans le véhicule, qui débarquent sur les chantiers, puis qui débarquent où il y a des zones de travaux. C'est là. Le bout de la loi, il est là. Il est pour guider les travaux, guider les actes que les citoyens posent pour s'assurer qu'on respecte les orientations. Donc, oui, on est chanceux de faire partie de cette machine-là, puis d'aider à protéger nos milieux de vie et notre planète pour les prochaines générations. Mhm. À la lumière de tout ce que tu nous dis, puis le genre de dossier que tu dois mener, est-ce qu'il y a un bon coup dont tu serais particulièrement fier? Je vais me péter les bretelles un peu. C'est bon, on est là pour ça. Quand j'ai commencé à la ville d'Allemagne, en fait, il y avait cette volonté-là de la part de mes patrons. Il faut rendre à César ce qui est à César. Les élus et mes patrons désiraient qu'il y ait un service d'inspection fort et organisé. Et je ne me donne pas tout le crédit, c'est sûr. Là, avec mon équipe, on a mis en place, dans le fond, tout ce système-là à partir de zéro, parce qu'il n'y avait à peu près pas d'inspection qui se faisait, où il n'y avait pas de suivi, où ce qui se faisait était fait de façon très épisodique et désorganisée. Chacun travaillait un peu en vase clos, chacun des inspecteurs travaillait un peu avec sa méthode. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a uniformisé tout ça, on a informatisé tout ça parce qu'on ne s'en tirera pas. Là, on est en 2021, l'informatisation maintenant, on ne peut pas s'en tirer. On travaille avec les tablettes, on travaille avec les ordinateurs. Ce qui ne s'était jamais fait, là, on était la première municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean à fonctionner de manière 100% mobile. Donc, on n'a aucun papier dans l'automobile. On est tout avec les iPads, les tablettes. Et on est parti de rien. Puis aujourd'hui, on répond à 1200 demandes par année. Donc, les demandes rentrent. Ils se traitent par les inspecteurs sur le terrain. Puis les citoyens ont réponse à leurs questions, puis réponse à leurs plaintes. Puis au travers de ça, comme on dit, le milieu de vie continue de s'améliorer, puis l'environnement continue d'être protégé. Fait que vraiment, là, avec cette rigueur-là, je suis très fier du travail qu'on a fait. Puis j'ai même hâte de voir au fil de ma carrière jusqu'où va aller ce service d'inspection-là, puis qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Puis j'ai l'impression que si on a de la volonté politique derrière, on va être capable de faire vraiment des grandes choses. Merveilleux. Est-ce que tu as rencontré dans ton parcours des gens qui auraient pu avoir une influence positive ou qui auraient pu faire en sorte que tu sois motivé à, à choisir ce domaine-là comme profession? Encore une fois, je vais être un peu quétaine, mais je vais dire mes professeurs au département d'urbanisme, aménagement et urbanisme au cégep de Jonquière. Moi, je m'en allais là un petit peu pour aller voir. C'était un retour aux études. Moi, dans mon cas, j'avais déjà fait des études dans un domaine complètement autre avant. Et puis, je voulais m'en aller en architecture au départ parce que ça m'intéressait. Mais bon, j'étais nul en dessin. Alors, j'ai dit, voilà, je vais m'en aller en urbanisme un peu, voir qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi ce bébite-là. Et là, de cours en cours, parce que chaque professeur a sa spécialisation. Il y en a qui sont spécialisés en architecture, il y en a qui sont spécialisés en environnement, il y en a qui sont spécialisés en utilisation de logiciels de dessin assisté par ordinateur. Fait que chaque professeur réussissait à éveiller en moi et en mes collègues une préoccupation.
ou une conscience qu'on ne savait pas qu'on avait. J'étais déjà quelqu'un qui croyait fort à la préservation de l'environnement. Mais là, en voyant tous les efforts qui étaient faits par les gouvernements, puis les obstacles que les gouvernements et les municipalités rencontraient dans la protection de l'environnement, ça m'a vraiment donné le goût d'aller travailler à la pointe du bâton, donc vraiment sur le terrain, puis sur sur les chantiers, puis d'aller contrôler ce qui se passe pour s'assurer que la réglementation est respectée. Donc, chacun des professeurs avait sa petite touche pour ajouter une pierre à cet édifice-là, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me promène comme ça sur le territoire pour faire appliquer de la réglementation. Super. Mais autrement dit, quand tu as choisi d'aller étudier dans le programme, tu n'étais pas tout à fait certain de à quoi t'attendre, mais Ben, quand en fait, même. je ne savais même pas qu'est-ce que c'était l'urbanisme. C'était un terme. Ben, évidemment, j'avais une idée un petit peu préconçue de tout ça, mais je me doutais pas à quel point c'était un domaine qui était vaste. Puis les professeurs nous ont vraiment fait découvrir quelque chose d'extrêmement vaste comme domaine. Et puis, de cours en cours, on se demandait, mais comment se fait que je suis en train de faire ça? On faisait du relevé de terrain avec la station Total, qui est un équipement de très haute technologie pour faire de l'arpentage sur le terrain. Puis on avait de la misère, là, on ne se le cachera pas. On avait de la misère à s'installer, puis on avait de la misère à faire fonctionner la patente, puis que ça arrive au bout de tout ça. Puis le professeur nous renvoyait sur le terrain. Non, tu n'as pas une bonne marge d'erreur. Je t'ai dit, il faut que tu finisses avec une marge d'erreur d'1 millimètre au bout de tout ça, donc tu recommences. Puis on se disait, mais qu'est-ce que je fais là? Mais on avait du plaisir à le faire parce que c'est de la machinerie, c'est de l'informatique, on est sur le terrain, on a du fun, on est entre collègues et tout ça. Puis aujourd'hui, dans mon travail, pas plus tard que ce matin, je suis allé prendre un relevé sur un terrain. J'ai fait le contour d'un cours d'eau, puis je l'ai transféré sur l'informatique pour en faire une cartographie. Fait que, je me sers de ce qui m'a été appris au cégep. Puis, si je n'avais pas eu mes professeurs pour m'intéresser à ces domaines-là, je n'aurais jamais pu découvrir tout seul à quel point que l'urbanisme, c'est un domaine vaste et intéressant. Mhm. C'est ça, comme tu dis, c'est un domaine vaste, donc il y a beaucoup de... En fait, tu vas acquérir des compétences assez diverses dans le programme, puis ça fait appel à des connaissances quand même qui sont complémentaires, mais qui sont variées aussi. Mm. Pour exercer ton métier, justement, pour envisager de faire ce programme-là d'études, ce serait quoi les qualités requises selon toi? Je dirais qu'on l'a dit, le sens de l'organisation, parce que qu'on soit au niveau de l'analyse des permis, donc la personne qui est assise dans le bureau puis qui analyse les plans, ou qu'on soit de mon côté au niveau de l'inspection, on doit avoir une capacité d'analyse rapide. Ça, c'est primordial parce que quand on débarque sur un chantier, on doit être capable de tout de suite prendre en compte tout ce qui se passe par rapport au plan qu'on a disponible sur la tablette ou quelque chose, puis analyser le dossier à froid comme ça pour pouvoir rendre une décision. Parce que la décision qu'on va prendre, c'est d'arrêter le chantier, d'envoyer une mise en demeure, de dire que c'est correct, que ce qui est en train de se passer, bien, ça peut avoir un impact sur le déroulement futur du dossier. Ça peut avoir un impact aussi sur la sécurité des occupants ou sur la qualité de l'environnement. Donc, une bonne capacité d'analyse, c'est primordial. Et puis, l'organisation l'a dit, puis ça prend aussi un aspect humain qui est très important puis qu'on oublie souvent. On pense souvent aux fonctionnaires comme étant quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de ses affaires. Puis, on dit souvent petit fonctionnaire qui veut se prendre pour le roi. Bien, l'inspecteur municipal est souvent perçu comme ça, mais quand on a de l'empathie et de la compréhension pour ce que la personne est en train de vivre, parce que nous, on arrive avec le marteau de la loi, puis on dit, regarde, ça fait pas, puis tu vas faire ça de telle façon, ben regarde, moi, je suis un gars de 35 ans, puis je dis à des contracteurs qui ont 50, 60 ans, qui font ça depuis des dizaines d'années, comment faire, là. Donc, ça prend une certaine empathie et une certaine habileté à entrer en contact avec les gens. Fait que c'est que si vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui est analytique, tout ce qui est catégorisé, et tout ce qui est très strict, mais qui avait aussi une bonne compréhension et des sentiments, vous allez faire un très bon inspecteur si vous êtes capable de jongler avec ces deux pôles-là. Mm-hmm. Puis je l'ai dit tout à l'heure aussi, une capacité à se remettre en question, parce qu'on a beau avoir fait tous les cours qu'on peut, puis quand même que je prends mon règlement municipal qui a 8 pouces d'épais, puis que je l'apprends par cœur, si je ne suis pas prêt à me remettre en question, puis à contre-vérifier, puis à travailler en équipe, puis à laisser les autres professionnels de mon équipe
donner leur grain de sel, jamais je vais avancer puis je vais prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes. Exactement. En terminant, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à une personne qui envisagerait une carrière dans ce domaine-là? Ben, vas-y. Vas-y, puis lis pas le descriptif du cours parce que tu vas te dire c'est quoi ce bobite-là, puis où est-ce que je m'en vais avec ça, puis qu'est-ce que je vais faire. Vas-y, puis sois curieux parce que l'aménagement du territoire, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça avance pas vite sur le terrain, mais en termes de législation, tout le monde en parle. C'est un gouvernement de proximité, les gouvernements des villes. Je veux dire, quand tu vas dans la rue, ben, ça a été décidé quelque part. Quand tu tournes l'aqueduc à la maison puis qu'il y a de l'eau qui coule, c'est la municipalité qui fait ça. Quand il y a une construction qui ne se permet pas à 3 étages plutôt que 4, c'est la municipalité qui décide de ça. Fait qu'on travaille vraiment proche des gens. Vas-y, sois curieux. N'oublie pas que le territoire que tu vas contrôler, il t'est juste prêté, il ne t'appartient pas. Puis qu'il faut que tu le préserves pour les générations futures. Puis surtout, si vous arrivez dans la municipalité, dans les gouvernements, dans les boîtes d'urbanisme, peu importe où vous allez finir votre carrière, brassez à la cabane puis apportez votre vision parce que là, la vieille façon de faire de l'urbanisme, elle est en train de s'effacer. Puis maintenant, il y a toute une gang de jeunes qui s'en viennent puis qui mettent de l'avant les principes environnementaux puis de développement durable, puis de respecter tout le monde, puis de respecter tout ce qui peut se respecter dans cette société-là. Fait qu'apportez ce changement-là dans vos municipalités, apportez-le dans les gouvernements. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir faire à vos enfants. Merveilleux. C'est un très, très beau conseil que tu nous donnes là. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que parmi les gens qui sont avec nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à adresser à Jean-Simon? Soit, oui, ça va être correct pour moi. Parfait. Donc ici, on avait à voir Marie-France qui dit que c'est correct pour elle. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Moi, c'était correct. Parfait. Merci beaucoup, William. Alors, ça ferait le tour de notre présentation avec Jean-Simon Boulian aujourd'hui. Mais comme je le mentionnais au début, la séance va être disponible pour un revisionnement. Alors, si jamais il y a des personnes dans votre entourage qui veulent la visionner ou vous voulez revoir parce que vous avez manqué des informations ou que vous avez envie d'entendre à nouveau les réponses de Jean-Simon, alors ça sera disponible dans les prochains jours sur le site web du Cégep de Jonquière. En terminant, je veux te remercier infiniment pour ton témoignage, pour ton partage, ton parcours vraiment intéressant. Merci beaucoup, Jean-Simon. Alors, en espérant qu'on aura pu inspirer quelques personnes à envisager une carrière dans ce domaine-là, on en a bien besoin dans nos villes et dans nos municipalités. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Puis, by the way, les conditions sont vraiment bonnes, les conditions de travail aussi. Donc, gênez-vous pas, puis venez nous voir. Super, merci beaucoup.